Bonsoir à tous. Bienvenue au Pavillon de l'Arsenal. Merci de votre présence. Nous sommes donc ce soir réunis dans le cadre de cette dernière soirée de notre cycle de 5 petites leçons de ville qui ont été consacrées jusque-là donc à autant d'équipements publics. Pour clore notre cycle ce soir, la médiathèque. Comme d'habitude, on va essayer de comprendre l'évolution de ces bâtiments. Les médiathèques qui sont aujourd'hui souvent très ouvertes sur la ville, ce qui n'a pas toujours été le cas, qui étaient autrefois uniquement portées sur la lecture et qui aujourd'hui proposent également de la musique, des films et même des jeux vidéo. On va parler bien sûr de cette évolution même sémantique de la bibliothèque à la médiathèque. Christophe Séné, vous allez également intervenir en ouverture de notre petite leçon de ville dans le cadre de la leçon à proprement parler, puisque vous avez accepté, et on vous en remercie vivement, vous avez accepté de remplacer au pied levé Marc Germain, qui était prévu initialement sur ce créneau-là, mais qui est excusé, et nous sommes désolés de ce contretemps. Vous nous proposez donc une petite histoire de l'architecture des bibliothèques en France. Christophe Séné. Alors, il y aura un petit peu de texte et surtout des images pour vous montrer justement quelques grands jalons. Évidemment, c'est des choix qui sont personnels. Il y a sans doute évidemment des raccourcis dans la présentation des choses, mais c'est vraiment pour ponctuer un peu les grandes étapes. Je remonte, pour faire simple, à la Révolution française, où les biens du clergé et des nobles sont confisqués et nationalisés, ce qui fait une masse à la fois d'œuvres d'art et de livres qui arrivent en quelque sorte dans le domaine public. En 1803, l'État confie aux municipalités la responsabilité d'entretenir, de gérer l'ensemble de ces biens et de les mettre à disposition du public. Et en fait, c'est à cette époque que naît un concept, la bibliothèque-musée, qui est en fait un outil de propagande municipale, en quelque sorte, et qui va rester, on va dire, qui va perdurer pendant extrêmement longtemps. On est à la fois dans une opération de conservation d'un patrimoine, mais également de mise en valeur d'une ville et de la puissance d'une ville. L'exemple que je vous montre avec des photographies anciennes tirées des collections du ministère de la Culture, c'est l'état d'origine de la bibliothèque municipale principale à Avignon, qui était auparavant globalisée bibliothèque et musée Calvet. Et vous avez là le modèle de ce qui était la bibliothèque-musée au XIXe siècle et pendant une partie du XXe siècle. Un bâtiment plutôt historique, plutôt imposant, avec à la fois des collections beaux-arts et des enfilades de salles, avec des livres du sol au plafond, des tables de consultation, donc quelque chose de très formel, de très rigide en quelque sorte. Donc vous imaginez bien que dans ces bibliothèques, c'est plutôt ambiance très calme, très mesurée. On est plutôt sur la culture savante et érudite. Je fais un saut extrêmement rapide, puisqu'on arrive immédiatement à l'après-Seconde Guerre mondiale. Je ne veux pas dire par là qu'il ne s'est rien passé entre le XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale. Il faut vraiment différencier à la fois ce qui s'est passé dans le milieu populaire, avec la lecture, on va dire, portée par les institutions religieuses ou les associations, et la lecture municipale en quelque sorte, qui était restée plutôt, on va dire, très cloisonnée et plutôt érudite. Ce qui est important en termes d'histoire administrative, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, on est dans la reconstruction du pays en termes d'architecture, mais également en termes de structure et de politique. En 1945, il y a un décret qui crée une direction des bibliothèques au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et ça, c'est extrêmement important. D'une part parce que ça porte la bibliothèque à un niveau politique de manière relativement élevée, et surtout, ça fait le lien entre éducation nationale et bibliothèque. Et ça, il faut vraiment que vous le gardiez en esprit parce que on va dire que ça va encadrer ce qu'est la bibliothèque pendant extrêmement longtemps. Comme on est dans une période de reconstruction et qu'on est dans un pays extrêmement centralisé à l'époque, en fait,
l'architecture des bibliothèques, elle est décidée principalement à Paris, dans la fameuse direction des bibliothèques, qui en fait crée des plans types qui sont après construits dans toute une série de villes en France. Donc là, je parle plutôt des grandes bibliothèques, avec une volonté donc de planification, c'est-à-dire d'économie de moyens, où l'architecte, au final, il a assez peu de place. On lui demande de prendre un plan et d'exécuter ce plan. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, je vais vous montrer un exemple qui contredit un petit peu ce que je dis. Le principe de ces plans types était d'une part d'avoir quelque chose de très rationnel, de quelque chose entièrement centré sur la lecture érudite ou la conservation des collections confisquées à la Révolution française. L'exemple que je vous montre est assez célèbre, c'est la bibliothèque municipale de Tours, qui est un bâtiment qui est classé monument historique depuis quelques décennies. En fait, c'est un bâtiment dont les plans ont été conçus à Paris et dont l'exécution a été faite à Tours par un architecte qui s'appelle Pierre Patou et qui avait été chargé par l'État de reconstruire une partie de la ville de Tours qui avait été extrêmement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à la fois, il a traité le quartier qui est autour et il a créé ce bâtiment qui, comme vous pouvez le constater, est relativement impressionnant. Il faut quand même se dire que c'est un bâtiment qui, je vais vous donner quelques chiffres qui impressionnent, 30 mètres de hauteur, 32 mètres de profondeur, 72 mètres de façade, quelque chose qui est vraiment très 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 impressionnant. Il y a au final assez peu de fenêtres parce que le cœur du bâtiment, c'est à la fois le grand escalier monumental que vous avez et surtout un énorme sas qui contient, enfin un énorme ensemble en plein cœur qui contient les collections patrimoniales de la bibliothèque de Tours. Une sorte de saint des saints, en quelque sorte, au cœur de cette bibliothèque, et autour duquel vous avez l'escalier et vous avez les salles de lecture, comme le petit exemple que vous avez en bas. Ça, c'était considéré à l'époque comme étant une bibliothèque extrêmement moderne. C'est-à-dire, vous avez des néons au plafond, vous avez des alignements de tables toutes identiques les unes par rapport aux autres, un sol en plastique, le béton extrêmement pur. Quand vous regardez ça, ça ressemble beaucoup plus à une bibliothèque universitaire qu'à une bibliothèque municipale. Mais je vous rappelle que les bibliothèques, à l'époque, sont du côté de l'éducation nationale. Donc c'est plutôt logique d'avoir ce type de forme. Ces modèles types construits depuis Paris vont durer quasiment jusqu'à la fin des années 70. Dans le courant des années 70, il commence à y avoir justement des mouvements un peu divergents où on trouve que à la fois ces modèles types, c'est très appauvrissant en termes d'architecture parce que ça laisse assez peu de place à l'imagination et surtout ça cloisonne complètement les usages. Ce qui veut dire qu'en fait on lit sur place. Il y a de la place pour les adultes et que pour les adultes. Et donc, en termes de diversification d'offres, on est dans quelque chose qui est quand même relativement pauvre. Ce qui va être vraiment extrêmement marquant, c'est la création de la Bibliothèque publique d'information à Paris. Pour faire très simple, le centre de Paris va être libéré des halles. Le président de l'époque, Georges Pompidou, souhaite édifier sur cet emplacement un grand musée d'art contemporain. Or, depuis quelques années, il y avait l'idée de construire à Paris une nouvelle grande bibliothèque, portée par l'État cette fois-ci. Et à un moment, en 1969, les deux projets ont fusionné. Et le responsable de la préfiguration de cette future bibliothèque du Centre Pompidou, en fait, a décidé non pas de prendre une tradition française, mais d'aller s'inspirer de ce qui se passe chez nos voisins. Il est allé au Canada, il est allé en Grande-Bretagne, il est allé en Finlande, en Suède. Il y a découvert d'autres façons de concevoir la bibliothèque et en termes de fonctionnement, en termes de collection et en termes d'architecture. Et il va apporter cette connaissance et contribuer justement à faire qu'au sein du Centre Pompidou naisse une bibliothèque de 15 000 mètres carrés, donc de grande dimension,
sans cloison à l'intérieur, et qui propose à la fois une section pour les enfants et une salle d'actualité. Donc quelque chose qui est au final extrêmement ouvert sur la cité et qui n'est plus du tout le modèle érudit qu'on pouvait voir auparavant. Je vous montre juste 2 images. Alors c'est pas évidemment la photographie de la BPI à son ouverture, c'est une photographie un peu plus tardive. Bon, le centre Pompidou, vous le connaissez tous, c'est ce grand bâtiment dont les différents outils matériels, on va dire techniques, sont à l'extérieur et non pas à l'intérieur, ce qui permet donc de dégager ces grands plateaux. Et la photo que vous aviez justement de la BPI vous montre bien ce plateau extrêmement large qui permet à la fois d'avoir beaucoup de place pour les collections et d'avoir beaucoup de place assise et intercaler des ordinateurs et une offre diversifiée pour le public. Et ça, vraiment, c'est un choc pour l'ensemble de la profession, parce que ça montrait bien qu'à Paris, on pouvait faire quelque chose de complètement différent. Les années 80 montrent vraiment une modification profonde de ce qu'est la bibliothèque. C'est dû à plusieurs choses. D'une part, à une évolution de conception et de la place de la bibliothèque dans la cité, et du regard que le politique porte sur la bibliothèque. Et ça a également été l'impact de la politique des grands travaux de François Mitterrand. Quand je vous dis le changement structurel, c'est qu'en fait, le début des années 80, la bibliothèque, en fait, elle quitte l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a une direction du livre qui est créée au ministère de la Culture. Et ça, vous imaginez bien que c'est complètement fondamental. C'est-à-dire qu'il reste un service bibliothèque à l'éducation nationale qui va s'occuper des bibliothèques universitaires, mais un service est créé côté culture. Et évidemment, l'approche culture n'est pas du tout la même que l'approche éducation nationale. Et la direction du livre et de la lecture, qui aura donc désormais au ministère de la Culture la charge des bibliothèques, c'est également elle, dans les années 80, qui va lancer la politique du livre avec le prix unique du livre, par exemple, et qui va lancer toute une série de chantiers autour de la rénovation des bibliothèques et autour de la place de la bibliothèque dans la cité et de la place des publics dans la bibliothèque. Donc là, vraiment, on a un changement à la fois, on va dire, en profondeur et en termes de forme. L'impact de la politique de François Mitterrand à Paris aura évidemment des résurgences relativement fortes, puisque l'architecture se montre à Paris sur les grandes places. On a quelque chose de complètement marquant avec évidemment l'Opéra Garnier. Le projet de la Bibliothèque nationale est quelque chose donc de majeur pour Paris et pour l'ensemble du territoire. Et à la suite, vous allez avoir toute une série d'élus importants en région qui vont vouloir en quelque sorte imiter le président bâtisseur et qui vont également se saisir de la culture et de la bibliothèque en particulier, mais pas que, pour marquer à la fois leur mandat politique et également pour marquer leur ville. Les 2 autres éléments qui sont très importants, les 3 autres éléments qui sont très importants dans les années 80, c'est d'une part les lois de décentralisation. Je dis ça parce que vous avez 2 vagues, 1983-1986. Et en fait, lors des lois de décentralisation, l'État a réaffirmé que la lecture publique était d'une part la compétence des communes et également des départements pour une partie de certaines tâches. Et ça n'avait pas été rappelé depuis 1803. Ce qui veut dire qu'au final, je ne dis pas que les municipalités n'avaient pas beaucoup construit de bibliothèques, mais en tout cas, la décentralisation les a mis en position de force par rapport à la construction de bibliothèques. Et ce qui est également absolument capital dans cette affaire, et ça on en entend souvent parler dans la presse aujourd'hui lorsqu'on parle de transfert de compétences, lorsque l'État a réaffirmé dans les années 80 que les communes et les départements étaient en charge de la lecture publique, l'État a transféré des crédits spécifiques pour les bibliothèques. Et ça, on est dans quelque chose qui est absolument unique dans notre pays, puisque à l'époque, l'État a créé un dispositif financier qui s'appelle le concours particulier des bibliothèques. Le nom complet, c'est au sein de la dotation générale de décentralisation. Et c'est encore aujourd'hui 80 millions d'euros tous les ans que l'État consacre entièrement à la lecture publique. Et autant vous dire qu'avoir ces financements pérennes
tous les ans, depuis les années 80, auquel toutes les collectivités qui souhaitent faire un projet peuvent émarger, évidemment, ça soutient une politique dynamique et ça aide aux investissements. Et c'est vraiment ces éléments-là, politiquement très forts, qui ont complètement aidé à débloquer les choses. Autre élément très important que je précise, c'est que les années 80, c'est également, on va dire, le renforcement de la législation autour de l'architecture avec la création de la loi MOP. Peut-être que vous la connaissez tous, mais je vais juste vous rappeler, loi relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. C'est avec le Code des marchés publics une des lois fondamentales qui cadre justement les rapports entre la maîtrise d'ouvrage, on va dire, en ce qui nous concerne ici, les collectivités, et la maîtrise d'œuvre, l'architecte. Et c'est vraiment un des éléments fondamentaux du processus législatif. Et tout ça est mis en place dans les années 80 et va justement aider avec une loi, des crédits, enfin des lois et des crédits, va lancer vraiment les choses. Je vais vous montrer quelques exemples de l'époque issus, on va dire, de ce mouvement d'élus bâtisseurs qui ont choisi de porter la lecture publique à un rang monumental. Là, vous avez l'exemple de la Maison du Livre, de l'Image et du Son à Villeurbanne, du temps où Charles Hernu était maire de la ville. Charles Hernu a été longtemps ministre de la Défense sous François Mitterrand. Le projet que vous avez sous les yeux, qui est en effet extrêmement monumental, qui peut s'assimiler à un temple de la culture et qui pourtant ne l'est pas parce qu'il contient en effet la section pour les enfants, la section d'actualité, une salle d'exposition, etc. dès la construction, dans une ville qui est en effet en grande partie populaire. C'est quelque chose qui est extrêmement marquant dans une ville comme Villeurbanne. Autre exemple complètement différent, cette fois-ci dans un autre bord politique. Donc là, les deux projets que je vous montre en fait sont nés dans les années 80 mais ont été ouverts au début des années 90. C'est la bibliothèque municipale de Bordeaux qui représente une autre monumentalité qui est un peu typique de l'époque. C'est une bibliothèque qui est construite dans le quartier Mériadec, qui est un quartier entièrement en recomposition pendant plusieurs décennies à Bordeaux, avec, on va dire, différents niveaux de dalles et des édifices, soit des bureaux, soit des bâtiments publics qui sont connectés à cette dalle. Et là, vous avez donc la bibliothèque qui présente cette façade très impressionnante, qui fait très building d'assurance ou quelque chose comme ça, avec des vitres réfléchissantes. C'est assez monumental et vous avez une vision de l'intérieur. Bon, c'est relativement austère comme vous pouvez le constater. C'est très bétonné, très gris, avec donc un ensemble qui est plutôt froid, mais qui était parfaitement dans cette pensée de l'époque de bibliothèques monumentales qui posaient une politique. Et là, je vous rappelle qu'on est dans la ville de Jacques Chaban-Delmas, qui a été maire de Bordeaux de l'après-guerre jusque dans les années 80 ou 90. Donc ça représente également un pouvoir politique relativement fort. Mais ça place la bibliothèque et la lecture publique, plus le patrimoine, parce que dans cette bibliothèque-là à Bordeaux, vous avez également les collections patrimoniales, donc les manuscrits de Bordeaux qui sont conservés. Et à l'époque, d'ailleurs, dans un magasin robotisé où vous aviez un petit robot qui allait chercher les livres patrimoniaux, autant vous dire que ça a marché 2 ans et après, ça n'a plus fonctionné, ça a été une catastrophe. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de technologie pour porter tout ça et c'était extrêmement important. Et pour la population d'avoir accès non pas à une petite bibliothèque de quelques centaines de mètres carrés, mais à quelque chose qui en faisait 12 000. Donc vous imaginez la transition, c'était relativement important. Pour faire suite à tout ça, en fait, dans les années 90, il y avait un constat au niveau national, c'est que certes, il y a eu la politique de François Mitterrand de grands travaux. Quelques élus dans des collectivités riches avaient fait quelques bibliothèques, à Bordeaux ou à Villeurbanne, comme vous l'avez vu. Lyon a fait également sa grande bibliothèque, La Part-Dieu. Mais globalement, les petites bibliothèques poussaient à droite et à gauche, mais il manquait encore, pour structurer un réseau de lecture publique complet, il manquait de grands équipements.
Et en fait, une fois de plus, l'État a trouvé une solution, je dirais, en proposant un dispositif financier spécifique pour permettre aux grandes collectivités, les capitales de région, les villes très peuplées, de se doter en grandes bibliothèques pour justement pouvoir à la fois offrir un volume de services important aux usagers. Donc quand je dis un volume de services, c'est à la fois des collections suffisantes en nombre, parce qu'on est comme à l'époque où la production éditoriale commence à augmenter, où il faut intégrer du CD, où il faut intégrer de l'informatique, et tout ça évidemment ça demande de la place. Tant qu'on n'avait que quelques livres publiés, je dirais qu'une salle comme ci suffit, donc ça suffit. Quand vous multipliez justement, on va dire, à la fois les supports, à la fois les services, il faut penser beaucoup plus de place. Cet appel à projet de l'État a permis à une douzaine de collectivités dans les années 90 et 2000. Donc vous avez la liste devant vous: Châlons-en-Champagne, La Rochelle, Limoges, Marseille, Montpellier, Nice, Orléans, Poitiers, Reims, Rennes, Toulouse et Troyes, de créer de grandes bibliothèques qui en fait ont à la fois permis de créer une sorte d'architecture emblématique de la grande bibliothèque en France. Ça a permis en fait également à quelques architectes de prendre pied dans l'architecture des bibliothèques, et certains architectes vont faire plusieurs bibliothèques de cette liste, et après d'autres bibliothèques pour d'autres collectivités. Donc ça a vraiment lancé en quelque sorte l'architecture de la grande bibliothèque et du grand équipement qui est vraiment destiné au maximum de population. Ces différents projets, c'est à la fois des projets qui parfois étaient construits en centre-ville, mais qui surtout ont permis de retravailler des sites, soit des morceaux de ville en devenir, soit de reconnecter, on va dire, des quartiers entre eux, et donc de travailler à la fois l'architecture, mais également l'urbanisme. Les deux exemples que vous avez sous les yeux, c'est à la fois la médiathèque Émile Zola de Montpellier, avec le tram qui est à côté, de Paul Chemetov, et vous avez sur votre droite la très belle bibliothèque de Troyes, qui est due à Dominique Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez la bibliothèque de Troyes. Troyes, en fait, c'est une ville le cœur de ville est en forme d'un bouchon de champagne. Donc c'est vraiment le quartier historique qui est là. Et en fait, cette médiathèque a été créée juste en marge de ce centre-ville, dans une sorte de terrain vague qui était laissé libre. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, pour accéder à la bibliothèque, il faut passer par différents bâtiments, elle est derrière, et notamment il faut passer derrière le parking d'un McDonald's qui était déjà là à l'époque. Donc c'est assez contrastant en quelque sorte d'avoir à la fois le McDonald's et derrière de découvrir cette architecture tout en transparence. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai montré juste avant, Bordeaux, une façade entièrement en verre, mais en verre on se voit, du verre réfléchissant. On passe donc à une décennie après avec du verre non plus réfléchissant, mais du verre traversant. Donc on est vraiment sur une autre conception de la lecture publique, et on voit bien qu'en fait, en très peu de temps, au final, il y a une évolution relativement forte de la forme que prend la médiathèque, mais aussi parce que le fait d'avoir eu des crédits pour construire, beaucoup de collectivités s'y sont mis, donc il y a eu beaucoup de concours d'architecture et donc beaucoup de travail fait à la fois par les professionnels de la lecture, à la fois par les architectes, et on arrive à des formes qui sont vraiment extrêmement différentes. Pour finir, quelques éléments sur justement l'après-BMVR. Parce qu'en fait, avec les années 90-2000, donc on avait l'architecture des grandes bibliothèques qui était posée au niveau national. Il y avait donc les crédits pour soutenir la création au niveau local. Au final, beaucoup d'émulation entre les collectivités et l'État qui continue à jouer son rôle. La lecture publique est bien une compétence communale, mais l'État a gardé en quelque sorte une sorte de lien avec l'architecture des bibliothèques, puisque d'une part, régulièrement, le ministère de la Culture publie des ouvrages sur l'architecture des bibliothèques et sur la manière de construire l'architecture des bibliothèques.
Et il donne également toute une série de conseils aux collectivités dans leur construction. Je vous propose 2 éléments sur, on va dire, les grands projets. Évidemment, c'est pas parce que l'appel à projet qu'avait lancé l'État dans les années 90, seulement 12 collectivités y avaient répondu. Au final, au moment du regroupement des collectivités en intercommunalité, ce qui s'appelle en partie métropole aujourd'hui, vous avez de plus en plus de grandes collectivités qui ont investi dans la lecture publique, toujours pour la même chose. Restructuration urbaine, réutilisation du patrimoine local. Là, vous avez l'exemple de Strasbourg, de la communauté urbaine, qui a réutilisé un bâtiment industriel et l'a entièrement retransformé dans une médiathèque absolument ahurissante. Donc souvent on connaît de Strasbourg les colombages, les jardinières à la fenêtre, les cigognes et autres, mais vous avez également des architectures relativement impressionnantes. Alors c'est pas Strasbourg-Centre, c'est un petit peu en périphérie, mais c'est extrêmement marquant. Une bibliothèque qui date de 2008. Plus proche de nous, une bibliothèque ouverte en 2017, Alexis de Tocqueville à Caen, également un projet de l'agglomération de Caen. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, lorsque ce projet a été travaillé par la collectivité de Caen, ils l'ont appelé BMVR, c'est-à-dire ils ont gardé le titre des années 90, l'espèce de mémoire justement que l'architecture des grandes bibliothèques françaises était liée à ce programme de l'État des années 90. Et pendant toute la gestion du projet, la bibliothèque s'est appelée BMVR, et quand elle s'est ouverte, elle a pris enfin le nom d'Alexis de Tocqueville. C'est une bibliothèque, et là, si vous allez à Caen, allez y faire un tour parce que c'est très 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 impressionnant. C'est 15 000 mètres carrés, donc une surface très importante. C'est une bibliothèque, là j'ai pas mis de vue du ciel, qui est en forme de X et qui fait le lien entre la ville historique et de nouveaux quartiers. L'élément également intéressant, c'est qu'elle est due à un architecte néerlandais, Rem Koolhaas, qui en fait a créé dans cette bibliothèque une architecture qui est en fait importée de l'architecture des bibliothèques des pays du Nord. Exemple, vous avez des escalators dans la bibliothèque. C'est assez peu courant en France d'avoir des escalators dans les bibliothèques. C'est très courant dans les pays du Nord, ça l'est peu chez nous. Donc c'est un des éléments, on va dire, importés des bibliothèques néerlandaises. C'est pas le seul. Et là, vous avez une petite vue d'une des salles. Alors, il faut vous dire que cette bibliothèque est coupée en 3. Vous avez un rez-de-chaussée pour un restaurant, un auditorium, un espace d'exposition. Le premier étage dont vous avez une vue est d'un seul tenant. Donc, il n'y a pas de séparation entre les différentes salles. Le troisième niveau, en fait, contient la section pour la jeunesse, parce que les enfants, c'est bruyant. Donc, les enfants ont besoin de cloisons autour d'eux, sinon les adultes ne supportent pas ce qui se passe à côté. Et le troisième étage comprend également les bureaux de l'administration. Et ça, c'est vraiment en termes à la fois de renouveau urbain, à la fois en termes d'évolution de l'architecture des bibliothèques, quelque chose d'assez impressionnant. Et à contrario, l'État a également fait en sorte que les petites bibliothèques aient également droit, en quelque sorte, à toute l'attention des architectes. En 2003, l'État a lancé un programme qui s'appelle les ruches, ou médiathèques de proximité. Et pour lancer ce programme, elle a en fait travaillé avec un appel à projet avec des jeunes architectes et paysagistes pour justement faire en sorte que les jeunes générations travaillent sur la médiathèque. Là, le petit exemple que vous avez, c'est au fin fond du centre de la France, à Meuzac, la médiathèque du Père Castor. Est-ce que vous connaissez le Père Castor ? Le Père Castor, alors il y a peut-être un effet générationnel, peut-être que les plus jeunes ne savent pas ce que c'est que le Père Castor. Donc, les plus connus, ce sont des livres plutôt pour enfants de moins de 10 ans,
publié chez Flammarion, mais c'est aussi une aventure humaine avec le créateur de cette collection qui s'appelle Paul Fauché et qui en fait a habité dans la région et a donné à la fois ses archives, à la fois toute une série de documentation autour de la littérature pour la jeunesse. Cette bibliothèque, alors ça a l'air de rien de l'extérieur, mais au final, elle est quand même relativement impressionnante. Donc, à la fois, elle est en bois, donc on est en 2006, c'est relativement tôt. Vous constatez qu'elle a une forme un petit peu bizarre. Bon, à l'intérieur, la salle n'est pas très sexy, c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Mais si vous regardez la façade, vous avez une drôle d'arrivée avec une sorte de demi-cercle. En fait, ça représente la hutte du castor. Donc c'est une architecture un peu expressive, en quelque sorte. Et le bâtiment arrière est en pierre. Pourquoi ? Parce qu'il contient justement la partie archive du père Castor. Donc qui dit archive dit surtout pas de lumière pour conserver au mieux les documents. Donc c'est à la fois une bibliothèque de lecture publique dans la partie avant, mais également de conservation dans la partie arrière. Et pour vous donner également quelques petits éléments sur cette bibliothèque qui est assez intéressante, donc 2006, équipée de panneaux photovoltaïques, une démarche HQE, pompe à chaleur, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant. À Meuzac, donc quand même une commune de 5000 habitants, le fait justement d'avoir construit et un centre d'archives et une médiathèque qui au final, en termes à la fois donc, de lecture publique, mais également de conception architecturale et technique, est quelque chose de relativement élevé en termes d'objectifs. Et pour finir, je boucle la boucle en quelque sorte, et c'est une sorte de retour aux sources pour malgré tout vous dire que la bibliothèque musée n'a pas complètement disparu. Elle existe encore dans certaines régions de notre territoire. Et si vous avez l'occasion, lors de vos vacances d'été par exemple, d'aller dans le sud, à Carpentras par exemple, vous avez un lieu absolument extraordinaire qui a ouvert il y a très peu de temps, en 2017, qui est une bibliothèque-musée du XXIe siècle. À l'origine, c'était une bibliothèque-musée du XVIIIe siècle, qui était issue d'un don d'un ecclésiastique à la ville de Carpentras. Et la collectivité a décidé de la remettre au goût du jour et pour ce faire a décidé de réinvestir un hôtel-dieu énorme, 10 000 mètres carrés. Vous avez la façade de l'hôtel-dieu juste à côté. Pour à la fois réimplanter des collections patrimoniales, donc des tableaux, des sculptures, donc des choses assez classiques, et de faire en sorte que l'esprit d'origine de la bibliothèque-musée perdure au XXIe siècle. Et c'est la photographie que vous avez justement sur le côté, où vous avez mélangé des sièges design, des livres, des romans policiers, des bandes dessinées, le dernier prix Goncourt, des ordinateurs, et en même temps, vous avez des bustes, des tableaux historiques, comme si on était dans un musée. Preuve qu'au final, il y avait au XIXe siècle, et jusque pendant très longtemps au XXe siècle, cette espèce d'opposition avec la lecture en quelque sorte phagocytée, très érudite, où vous avez vraiment quelque chose de très cloisonné. Aujourd'hui, on peut malgré tout avoir cette espèce de lien entre des œuvres d'art, des éléments très érudits et la lecture publique, et ça pose au final absolument pas de problème. C'est vraiment le regard qu'on a jeté sur ces différents éléments qui ont permis d'évoluer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Christophe Séné, on peut vous applaudir.